Bien, bonsoir à tous. Donc moi je vais vous dresser, je suis Philippe Metz de la cellule interrégionale de l'environnement, je vais vous dresser un portrait ou un tableau de la pollution de l'air ou des principaux polluants en Belgique actuellement, en focalisant davantage sur les villes, mais en parlant quand même de l'ensemble de la Belgique et des trois régions. Donc je vais parler des polluants majeurs, je vais comparer notre situation à ce qui est dans les directives européennes, et aussi aux valeurs guides de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parler des niveaux de concentration dans les villes, de l'impact de différentes sources comme le trafic ou le chauffage, et un petit peu quelques mots sur la mobilité. Vous verrez qu'il y a des choses un peu surprenantes, et enfin quelques conclusions. Donc je vais commencer par le dioxyde de soufre, SO2, un polluant très ancien, et qui était le polluant historique qui a créé et qui est à l'origine des principaux épisodes dans le XXe siècle, dans les années 30 dans la vallée de la Meuse, dans les années 50 à Londres, avec des morts directes liées à la pollution. Mais ce n'est actuellement plus du tout un problème. Donc le dioxyde de soufre, son origine c'était la combustion des combustibles fossiles, tels le charbon, un problème majeur par le passé comme je l'ai dit. Mais c'est la preuve qu'on peut toujours améliorer la situation. Il y a eu vraiment une chute spectaculaire des concentrations depuis les 30-40 dernières années. Et actuellement, ce n'est vraiment plus du tout un problème. Le graphique qui est là montre l'évolution des concentrations à Bruxelles depuis la fin des années 60. Donc, c'est possible de changer les choses. Second polluant que je vais aborder très rapidement aussi, c'est l'ozone. L'ozone, il y a un objectif à long terme d'avoir zéro jour de dépassement d'une moyenne 8 heures, d'un maximum de 120 microgrammes par mètre cube pour cette moyenne 8 heures. C'est une moyenne 8 heures dite glissante, c'est-à-dire que vous prenez la moyenne sur 8 heures et toutes les heures vous glissez d'une heure et vous calculez la moyenne. Et cet objectif à long terme, elle n'est actuellement pas respecté et ce sera difficile de l'atteindre en Belgique ou même dans d'autres pays européens. Donc, très rapidement, l'ozone. Donc, l'ozone, il se forme par réaction entre l'oxygène et le dioxyde d'azote. C'est une réaction dite d'équilibre. Ça veut dire que le monoxyde d'azote, qui est du côté, pour vous, à votre droite, peut réagir avec l'ozone et détruire l'ozone en ramenant la réaction dans l'autre sens. Le NO2 provient des processus de combustion, intervient aussi dans la formation de l'ozone, l'ensemble de ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, ou VOC en anglais, qui contribuent à la formation d'ozone. Donc vous voyez que là on a un certain paradoxe, c'est-à-dire qu'une partie de la pollution de l'automobile, le monoxyde d'azote, consomme de l'ozone et détruit une partie de l'ozone. C'est pour ça qu'en général on a moins d'ozone dans nos villes que dans les campagnes, et qu'il n'y a pas de mesures restrictives sur la circulation lorsqu'il y a un pic d'ozone en été en Belgique. Donc, au niveau du nombre de jours de déplacement de cette fameuse norme de 120 microgrammes en moyenne 8 heures, on voit bien que l'ensemble on va dire, du sud de la Belgique, c'est-à-dire la région wallonne et essentiellement l'Ardenne, ou alors le nord du pays, le Limbourg, sont les zones qui sont les plus touchées. C'est les zones où il y a le nombre de jours le plus important avec des dépassements. Alors que dans les grands centres urbains comme Bruxelles, en plein centre de la carte, vous rencontrez moins de jours de dépassement. L'évolution de ce nombre de jours de dépassement depuis le début des années 90, vous voyez que globalement, la tendance est à une certaine diminution de ce nombre de jours de dépassement. On reconnaît très bien les pics liés aux deux canicules de 2003 et 2006. Mais même si là, maintenant, on reste clairement les dernières années en dessous de la ligne rouge qui représente le seuil européen actuel, qui est de 25 jours de dépassement maximum par an en moyenne sur 3 ans. Donc ça, on le respecte. C'est ce qui est indiqué en dessous. L'objectif à long terme d'aucun dépassement n'est pas respecté, et si on analyse le graphique, on voit bien qu'on ne voit pas une diminution qui continue sur les dernières années. Donc, on n'est pas prêt d'atteindre cet objectif à long terme.
Je vais venir maintenant aux deux polluants majeurs pour nos villes, c'est-à-dire les particules fines, les fameuses PM10, PM2,5. À l'intérieur de ces fractions, il y a encore le black carbone, les ultrafines, UFP, et le dioxyde d'azote, NO2. Donc ça, c'est vraiment les deux soucis majeurs actuellement dans nos villes. Bon, très rapidement, vous avez certainement tous déjà vu ça à un moment donné dans un exposé, dans un article des journaux, ou peu importe. Une PM10, c'est quoi? C'est une particule de diamètre de moins de 10 microns, c'est-à-dire 7 fois plus petit qu'un cheveu humain. Et une particule PM2,5, c'est une sous-fraction, c'est une particule d'un diamètre de 2,5 microns, donc 4 fois plus petite. Il faut distinguer dans toutes ces particules, et quand on les mesure, on ne les distingue pas vraiment. Il y a des particules qui peuvent être d'origine naturelle, on pense à des grains de sable, à l'érosion du sol, et il y a aussi toutes les particules anthropiques venant de l'activité humaine. En sous-catégorie, vous avez, comme je l'ai déjà indiqué, les ultrafines qui sont inférieurs à 0,1 micromètre. Et vous avez aussi le black carbone, qui est une mesure là qui commence à prendre plus d'importance dans les réseaux de mesure en Belgique, notamment à Bruxelles. Et le black carbone, c'est un indicateur ou un traceur du carbone suie, on pourrait le dire si on veut dire en français, et qui est quelque chose qui est très lié au processus de combustion. Donc, les particules fines, comme je l'ai dit, il faut distinguer les sources anthropiques que je vous ai mis en haut et les sources naturelles que l'on trouve au bas de ce slide. Donc dans les émissions anthropiques, vous avez ce qui sont les émissions directes, c'est-à-dire la combustion, la formation de suie, les processus industriels. Donc tout ça, c'est par exemple d'origine du transport routier, des combustions, du chauffage domestique. Mais vous avez aussi des choses auxquelles on pense moins. Vous avez l'usure des revêtements routiers, l'usure des freins et des pneus. Ces fractions, par exemple, prennent plus d'importance maintenant qu'il y a moins de particules qui sont émises directement par le pot d'échappement. Vous avez bien sûr tous les travaux de démolition, les chantiers de construction, le stockage, la manutention, les transbordements, etc. Tout ceci génère aussi des particules qui peuvent venir s'ajouter à la concentration. Et alors vous avez toute une partie de particules dites secondaires, minérales, qui se forment à partir d'autres polluants émis par l'activité humaine. Donc, qui se forment par exemple, l'un des plus connus, c'est le nitrate d'ammonium, qui se forme à partir du NO2 émis par l'automobile, qui se combine avec l'ammoniac émis par les épandages agricoles. Et c'est pour ça qu'on a des pics de pollution au printemps dans certaines circonstances qui sont liées à la formation de ces particules secondaires inorganiques. Et alors, au niveau des particules d'origine naturelle, vous avez tout ce qui vient des éruptions volcaniques, les tempêtes de sable, l'érosion du sol, etc. Un petit peu quelques mots très rapides sur l'évolution des émissions anthropiques de particules fines des PM2,5 en Belgique. Il y a, entre 2000 et 2015, il y a une diminution de près de 35%. Et si on regarde, pour 2012, plus de 80% des émissions de particules fines PM2,5 sont liées à ce qui est soit le transport, soit la production d'énergie, c'est-à-dire à la fois le chauffage domestique, mais aussi les centrales de production d'énergie. Il faut distinguer les émissions des concentrations. Au niveau des oxydes d'azote, donc les oxydes d'azote se forment par les processus de combustion. Et vous formez soit du monoxyde d'azote, soit vous formez du dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote, lui, peut intervenir ensuite dans des réactions, comme je viens de les citer précédemment, de formation de particules secondaires. Et c'est essentiellement à travers ces formations ultérieures de particules que sa toxicité est importante. À nouveau, sur les oxydes d'azote, on a une diminution significative des émissions depuis 1990, puisqu'on voit que là, on a chuté de 52%. Et c'est encore plus marquant ou plus important que pour les particules fines PM2,5. Là, on se retrouve à plus de 90% des émissions qui sont liées à l'énergie et le transport. C'est normal puisque c'est produit par les processus de combustion. Donc, quelques mots maintenant sur l'évolution des concentrations en Belgique depuis 15, 20 ans, 30 ans, suivant les graphiques.
Donc au niveau des particules fines PM10, qui sont celles réglementées depuis le plus longtemps, il y a deux normes. Il y a une norme annuelle, une moyenne de 40 microgrammes par mètre cube, qui doit être respectée partout sur le territoire. Je ne la présente pas parce que ça fait 10 ans qu'elle est respectée partout en Belgique. Ici, c'est l'évolution de la norme journalière, c'est-à-dire une moyenne de 50 microgrammes que vous pouvez dépasser maximum 35 jours par an. Ben, que voit-on? On voit que dans les 3 régions du pays, donc en orange c'est la Flandre, la Wallonie est en vert et en bleu c'est Bruxelles. Le trait rouge représente la limite européenne de 35 jours de dépassement. Le trait bleu tout en bas représente la limite de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, beaucoup plus sévère. Et le graphique noir représente l'évolution de la moyenne en Belgique. Et donc là, c'est des résultats non pas aux stations de mesure, mais interpolés sur l'ensemble du territoire. On voit que progressivement, le nombre de jours de dépassement ont diminué et que les 2, 3, 4 dernières années, on respecte la valeur européenne, donc la norme européenne, partout en Belgique. Moi, quand je suis arrivé 10 ans en arrière à la cellule interrégionale de l'environnement, à des stations comme des stations à Marchienne, pour ceux qui situent, donc en région wallonne près de Charleroi, on observait 150, 170 jours de dépassement par an. Actuellement, on en a 20, 25. Il y a beaucoup de raisons à cela. Les mesures prises pour filtrer les fumées de la part de la plupart des industriels. Il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, une diminution de l'activité industrielle et notamment une diminution de l'activité la plus polluante, je pense par exemple aux coqueries. Ça a joué. Pour les PM2,5, donc là il y a une norme européenne qui est de 25 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, qui est d'application depuis 2015, qui doit descendre en 2020 à 20 microgrammes par mètre cube. Donc 25 microgrammes par mètre cube, vous êtes dans le rouge. Vous voyez sur cette carte de l'ensemble de la Belgique qu'il n'y a absolument rien de rouge. Donc la norme actuelle est respectée déjà partout en Belgique, et même la norme de 2020 de 20 microgrammes par mètre cube est respectée partout en Belgique. Les concentrations les plus basses sont à nouveau rencontrées essentiellement en zone rurale, c'est-à-dire en Wallonie, au sud de la Belgique. Et là, on respecte même la valeur guide de l'OMS qui n'est que de 10 microgrammes par mètre cube. Et là aussi, on peut constater que l'évolution, qui est moins longue que pour les PM10, parce qu'on ne mesure pas les PM2,5 depuis aussi longtemps, on voit que progressivement, année après année, on observe une diminution des concentrations et donc un respect progressif des normes. Pour le NO2, bon, là, la situation est très différente. Finalement, le NO2 est plus un problème urbain. Donc là, on voit que l'ensemble des zones rurales, qu'elles soient au nord ou au sud du pays, respectent la norme européenne, qui est de 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Donc là aussi, c'est la couleur rouge. Et on voit qu'on a des hotspots, des points rouges sur nos grands centres urbains, Bruxelles, Anvers, Gand, où on a des dépassements des seuils européens. Si je résume cela d'une façon assez... rapide, donc, voilà, à part le NO2, tout est bon en Europe, tout est bon en Belgique par rapport aux normes européennes, pardon. Par contre, si je regarde ça par rapport aux normes de l'OMS, eh bien, c'est pas ça du tout, on ne respecte absolument pas. Les normes de l'OMS, ou les valeurs guides de l'OMS pour être précis, sont de l'ordre de 10 fois plus sévères que les normes européennes, et donc là, on est loin de les atteindre. On a 27% de la population belge qui a exposé à des concentrations de PM10 trop élevées, et 87% de la population belge qui est exposée à des concentrations de PM2,5 trop élevées. Si on passe au niveau européen, on a exactement la même situation. À gauche, c'est par rapport aux normes européennes, c'est plutôt acceptable. À droite, c'est par rapport aux valeurs de l'OMS, la situation est beaucoup plus compliquée. La composition des particules fines en zone urbaine, c'est essentiellement des particules carbonées, mais c'est aussi
des matières minérales et notamment les particules secondaires. Donc, ceci, une étude faite donc à Bruxelles par un de mes anciens collègues, M. Brasseur, lorsqu'il travaillait chez nous donc, et qui concernait Bruxelles. Donc si on regarde les concentrations du fonds régional et du fonds urbain, c'est-à-dire le fonds régional, c'est un peu le fonds de la Belgique, le fonds urbain, le fonds de Bruxelles, et qu'on regarde la contribution qui est plutôt liée au trafic, au niveau d'une station de trafic, on voit que finalement le trafic a un apport de plus de 30% au niveau des concentrations de particules fines. Les études faites en Flandre arrivent à la même conclusion avec plus de 30% dans une street canyon. Et Air Paris arrive à des conclusions à peu près similaires sur l'île de France. On le voit très bien sur ces cartes, par exemple, du Black Carbon, qui est vraiment un traceur de la combustion et donc des suies des diesels, où on voit sur la carte interpolée à droite, en rouge, vraiment les axes de circulation, donc le ring, la petite ceinture de Bruxelles. On voit ça également sur les particules fines. Alors, un petit mot sur le chauffage, pour simplement dire que tout n'est pas bon dans le chauffage au bois. Un feu ouvert émet plus de 1000 fois plus de particules qu'une chaudière à gaz pour le même rendement énergétique. Donc, si vous passez au bois en faisant une chaudière à gaz, c'est peut-être pas le plus pertinent, même si c'est durable. Par contre, si vous remplacez vos poêles à charbon par une chaudière à pellets, c'est très pertinent. Donc, les concentrations de particules fines en zone urbaine, au niveau du chauffage domestique, on estime que ça peut correspondre à 5, même parfois jusqu'à 10, voire plus % en hiver, même dans nos grandes villes. Les concentrations de NO2 en zone urbaine, comme c'est lié au trafic et au chauffage, à nouveau, c'est vraiment les axes routiers et les grands axes de circulation à proximité de ces grands axes que la problématique est la plus importante. Donc ici, vous avez Bruxelles, mais quand la cellule interrégionale de l'environnement, on travaille pour les 3 régions, eh ben, on parle des 3 régions. Et donc vous avez Anvers, où il y a aussi le même genre de problème, et vous avez Liège. Donc en fait, le problème du NO2 n'est pas un problème général en Belgique, mais c'est quand même un problème commun à tous les centres urbains. L'évolution des concentrations, en fait, et là c'est un petit peu l'effet de l'augmentation du parc diesel et du Dieselgate, un petit peu l'ensemble de tout. Si beaucoup de concentrations d'autres polluants ont diminué au cours du temps, puisque les émissions ont diminué, et ben le NO2, lui, a beaucoup moins diminué. Ici, vous voyez que le NO2 diminue de 5%, alors que sur d'autres composés, vous avez 30, 35, voire 40% de diminution. On le voit encore mieux sur ce graphique, où, donc ça c'est Avenue de la Couronne à Bruxelles, donc pas très très loin d'ici finalement, où vous voyez que en valeur relative, le black carbone a diminué de plus de 60% entre 2012 et maintenant, alors que le NO2 a plutôt stagné. Et ben, le black carbone, il y a eu les filtres sur les voitures diesel qui ont diminué les émissions de suie et de particules. Par contre, le fait que les voitures émettent pas moins de NO2 maintenant qu'il y a 5 ou 10 ans, les concentrations sont restées identiques. Alors, s'il me reste encore 1 ou 2 minutes, très rapidement, quelques mots, et c'est là-dessus que je vais terminer, par rapport à l'exposition de la population. Ce n'est pas forcément le piéton qui est le plus exposé. Ici, c'est une étude faite à Liège, où des gens avec des appareils portables ont enregistré leur exposition au black carbone sur le trajet domicile-travail. Et bien sûr, ça dépend de la durée de leur trajet. Le transport en néerlandais, je suis désolé, mais bon, je pense que ça va. Bus, vélo, voiture et train. Et si on prend la durée du trajet multipliée par l'exposition que les gens ont eue, les concentrations auxquelles ils étaient exposés, on voit que finalement, c'est le passager du bus qui était le plus exposé par rapport à tous les autres modes de transport. On voit aussi que c'est une étude, celle-ci qui vient du sud de la France, au RAMI, qui montre exactement la même chose. Le piéton est beaucoup moins exposé que le conducteur de sa voiture ou la personne dans les métros. Et le conducteur de sa voiture est d'ailleurs plus exposé au NO2 qu'aux particules fines. Alors, vélo ou non, faut-il faire du vélo dans Bruxelles? Si on considère simplement sur des considération du bienfait de faire de l'exercice physique par rapport au risque qui est induit par le fait qu'on le fait dans un milieu pollué, ben vous voyez que à Bruxelles, ça c'est à Londres, vous pouvez quand même faire plusieurs heures de vélo par jour avant de passer au-dessus de l'axe, c'est-à-dire d'avoir des effets qui sont plus négatifs plutôt que positifs.
Et ceci, c'est valable pour à peu près l'ensemble des villes européennes que vous trouvez tous ici en bas. Même des villes polluées comme Milan, ça reste relativement positif. Alors que si vous êtes dans des villes asiatiques comme Delhi ou des villes en Iran, ben là, si vous faites une demi-heure de vélo par jour, vous avez déjà plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Alors, les conclusions, c'est qu'on a une amélioration de la qualité de l'air dans nos villes depuis 15-20 ans qui est vraiment claire, qui se voit sur des paramètres comme les particules fines notamment, tout au moins les PM10, qu'on a donc un bilan plutôt positif par rapport à la législation européenne, mais que par contre, il reste des problèmes, comme le NO2, un petit peu les PM2,5 aussi, mais moins, et que si on veut atteindre les normes de l'OMS, par contre là, il reste des efforts importants à faire. Or, l'OMS considère que les valeurs guides qu'elle recommande ne sont pas les valeurs idéales, mais les valeurs que l'on peut raisonnablement atteindre actuellement. Pour les particules fines, pour l'OMS, il n'y a pas de seuil en dessous duquel c'est acceptable. Le seuil pour l'OMS, c'est 0. Et elle a des recommandations 10 fois plus sévères que ce que l'Europe a actuellement en place. L'Europe a l'objectif à long terme d'arriver vers les valeurs de l'OMS, mais c'est encore loin. Je vous remercie de votre attention, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Et un tout grand merci, c'est un exercice qui n'est pas facile, vous l'avez très bien informé.